tourne. Je laisse la parole à Monsieur le maire de Poète-Laval, qui nous accueille. Bonsoir à tous. Et à Poète-Laval, on aime les débats. Et je crois que ce soir, on est servi. La salle est bien pleine. Je pense qu'on n'a pas besoin de chauffage. Voilà. Donc je tiens à remercier Françoise Boisset qui est au conseil municipal à Poète-Laval, elle l'a pas dit aussi, et qui fait un travail pédagogique et vis-à-vis de la population et vis-à-vis de nous, ses collègues. Donc j'avoue que au début, moi je suis rentré un peu avec précaution dans le débat, parce que il y a toujours la question, est-ce que c'est un débat qui est basé sur du factuel ou est-ce que c'est un débat idéologique? Et j'insiste parce que moi j'écouterai tout ce qui se dira dans la soirée avec ce filtre d'interprétation. Cependant, compte tenu de la qualité des intervenants qui ont été cités, je te remercie, les 3 intervenants, que je remercie d'être là, hein. Je ne me fais pas de soucis. J'en profite pour dire donc à Michel qu'elle est toujours présentée comme députée européenne, ce qui est important, mais on oublie très souvent, parce que je te vois de temps en temps à la télé, de dire qu'elle était docteur en biologie. Et ça donne une caution, qu'on le veuille ou non, quand il y a des débats comme ça, y compris quand tu t'étais plongé dans la baie de Monaco il y a quelques années, là, ça donne toujours une caution et qui, pour moi, est importante. Hein. C'est-à-dire, je crains toujours dans ces sujets qui sont très sensibles, où on sait qui on a comme interlocuteur, en l'occurrence Enedis, et que les débats peuvent devenir très vite passionnés, très vite on peut tourner autour des questions sur le nucléaire, sur ceci, sur cela. Donc j'aime bien la nourriture épicée, j'aime bien les débats épicés, mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention, c'est mon point de vue, et puis après c'est vous qui menez la soirée, hein, je crois qu'il est très très important de toujours essayer de revenir au factuel. Par exemple, le fait qu'il y ait des compteurs qui explosent, moi ça m'interpelle beaucoup. Ça c'est une question. S'il y a des compteurs qui explosent, personne ne peut dire non, les compteurs n'explosent pas, quoi. Voilà. Donc j'en dirai pas plus parce que je crois qu'on a des bons intervenants qu'il faut les laisser parler. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle des fêtes de Poète-Laval. Merci au Poète-Laval de nous accueillir pour ce premier débat organisé par le collectif Questions Citoyennes. Je suis Pauline Lemaire-Desmarais. Le collectif m'a demandé de prendre en charge l'animation de cette soirée. Je suis donc en charge du temps. Voilà, le temps. Et de la distribution de la parole. Je ne suis pas une experte de Linky, tant mieux, je suis comme vous. Je commence juste à me renseigner sur les enjeux multiples de ce nouveau compteur. Donc, Questions Citoyennes, Françoise vous en a parlé, c'est un collectif d'habitants de notre territoire qui s'est regroupé spontanément il y a quelques mois autour des questions posées par l'arrivée de ce compteur Linky chez nous, qui est prévu pour 2019. Le nouveau compteur connecté devrait normalement équiper la quasi-totalité des foyers français en 2021. Comme vous savez peut-être, et c'est certainement pour ça que vous êtes là, le Linky est en train de devenir un sujet sensible, électrosensible même, et il arrive donc bientôt chez nous. C'est pour cela qu'il est important d'en parler, d'échanger des informations pour que chacune et chacun puisse être en mesure d'y voir plus clair et de se forger son propre point de vue. C'est donc le but de cette soirée qu'on va passer ensemble. Pour rendre ce débat le plus vivant et informatif possible, le collectif a invité 4 intervenants. Donc Françoise a déjà dit, Maître Arnaud Durand, qui est avocat au barreau de Paris, qui est spécialisé en droit de la propriété industrielle et des brevets. Michel Rivasi, qu'on ne présente plus, mais qui est quand même députée européenne, cofondatrice de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, qui a été vice-présidente du CRIREM, le centre de recherche et d'information indépendante sur les rayonnements électromagnétiques, et docteur en biologie, bien sûr.
Serge Sargentini, qui est coordinateur général de l'ONG Next Stop. L'ONG, c'est une ONG qui lutte notamment contre les irradiations des champs électromagnétiques. Et nous avions invité aussi Thierry Fazil, qui travaille chez Enedis et qui est l'interlocuteur privilégié pour les collectivités locales au niveau régional. Malheureusement, M. Fazil, qui travaille donc chez Enedis, ne sera pas des nôtres, sa hiérarchie lui ayant interdit de venir. Il vous prie donc d'excuser son absence. Merci beaucoup à ceux qui restent d'être avec nous. Alors, il y a déjà plus de 8 millions de nouveaux compteurs Linky installés à ce jour. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein, je vais faire des petites erreurs. Depuis 2015, par Enedis, le prestataire d'EDF, il en reste 35 millions à changer. 27, je n'ai pas fait la soustraction, c'est pas grave. Il en reste donc 27 millions à changer, malgré de nombreuses critiques et de plus en plus d'actions en justice. Enedis n'a pas l'intention de lever le pied pour l'instant dans la pose des compteurs communicants. Et les actions de ceux collectifs ou individuels qui n'en veulent pas se font de plus en plus nombreuses et organisées. Alors avec Françoise Boisset du collectif que vous avez vu tout à l'heure, nous avons rendu visite à Serge Sargentini, coordinateur de l'ONG Next Stop, il y a une dizaine de jours, dans leur local de Cray. Nous sommes alors entrés dans un autre monde que vous pouvez voir là en partie. Alors des vrais, des faux compteurs, anciens, nouveaux, en pagaille, des ampoules de toutes formes, des testeurs électriques et des filtres rangés dans des étagères jusqu'au plafond. Du coup, ça va nous permettre de commencer par le début, donc, Monsieur Sargentini. Quelles sont les caractéristiques techniques de ce nouveau compteur tout vert? Avant, quand même, je vais vous dire, personnellement, je suis de la génération du baby-boom d'après-guerre. Donc j'ai 70 ans presque, je n'ai pas fait la guerre d'Algérie, j'ai juste échappé, mais j'ai fait un service militaire long, et j'ai fait ce qu'on appelle les pelotons des officiers de réserve spécialisés dans les radars. Donc j'ai eu un commandement à la base stratégique à l'époque, qui n'est pas tellement loin ici, la base 115 d'Orange, où il y a toujours d'ailleurs le dépôt des bombes atomiques, il y avait les Mirage 4 en vol, et puis on gérait les missiles du plateau d'Albion. Ça c'est pour le contexte, donc je m'occupais du contrôle local aérien de la base. À l'époque, il faut le savoir, dans les années 65-68, il y avait encore les Sukhoi soviétiques qui survolaient la France à 12 000 mètres, et on pouvait pas les intercepter. Après est arrivé l'informatique et les missiles. Voilà. Ceci dit, je suis bien content d'être à côté de Michel Rivasi, parce que en 2003, il y a eu un mouvement sur Cray, qui s'est formé contre les antennes relais, et puis il y a eu Michel Rivasi, Pierre Leruse, donc des scientifiques, et le docteur Roger Santini, qui ont décidé, dans cette période, 2004, 2005, 2006, de faire deux grandes organisations en France. Une qui s'appelle le CRIREM, qui a été fondée donc par ces trois personnages, le docteur Roger Santini, Michel Rivasi et le docteur Pierre Leruse, spécialisés dans les mesures, et une autre organisation qui s'appelle Next Stop Organisation, qui a été fondée par le docteur Roger Santini, spécialisé dans l'information et la production de contenu pour vous informer. C'est ce que vous trouvez les documents, etc. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que par exemple sur le Linky, nous avons des ingénieurs et des personnes qui travaillent depuis 2008, l'année 2008, donc ça fait 10 ans, et nous sommes toujours en phase des connaissances. Mais nous ne sommes pas les seuls à être en phase de connaissances. Enedis aussi est en phase de connaissances, il faut le savoir. Si vous regardez un peu les appels d'offres, Enedis embauche à tour de bras actuellement des ingénieurs pour faire de l'étude et de la recherche et développement, parce que le Linky, comme il est développé, maintenant, il y a beaucoup de problèmes qui se créent de plus en plus. Ce qui était prévu à l'origine ne correspond plus, et vous allez le voir, et c'est très grave, notamment ce qui se passe à Valence, notamment au niveau des concentrateurs, parce qu'on n'avait pas encore ça sous les yeux. On a compris qu'il y a des très gros problèmes. Il y a des gens à Valence qui ne peuvent plus vivre dans leur appartement parce qu'ils sont à côté d'un concentrateur. Donc, ceci dit, nous sommes en évolution, ce qui veut dire que ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vais vous parler au jour d'aujourd'hui, ne sera peut-être pas valable dans une semaine et dans un an. Tout va évoluer. C'est très... Ils sont partis sur une base. Parallèlement à ça, on vous le cache, vous ne le savez pas, mais il y a eu des saisies d'une société américaine qui a obtenu un jugement à Paris, au Palais de Justice, des saisies de Linky au laboratoire d'Enedis, des saisies de concentrateurs, parce qu'il y a copie de brevet. Donc aujourd'hui, l'affaire est pendante. Et là, on ne parle pas en dizaines de millions d'euros, mais en milliards d'euros. Il faut le savoir aussi. Parce que les compteurs intelligents, en réalité, ça ne vient pas de la France, ça vient des USA et du Canada, à l'origine. Voilà. Alors, en ce qui concerne le Linky, la chose que j'ai, je peux vous dire quelque chose, c'est un objet connecté, et il va changer votre vie. C'est la nouvelle société qui se met en place, de tout contrôle. Hier, on a fait un reportage, il va y avoir une dématérialisation de l'argent, c'est pareil, il n'y aura plus de cash.
on va vous suivre. Ça, c'est un nouvel outil qui va servir à vous contrôler. Alors aujourd'hui, on vous le présente d'une façon un peu comme de l'enfumage, en vous disant ça et ça, parce qu'il va vous permettre d'avoir un abonnement, de faire un transfert d'abonnement, d'avoir une relation avec Enedis facile, et par un simple coup de téléphone. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. D'abord, premièrement, je vais demander aux gens qui est-ce qui a téléphoné à Enedis ou à EDF, à part pour Linky, pour un problème électrique depuis 1 an. Levez la main ceux qui ont téléphoné. 1. Ah, quand même. 1, c'est rare. 1, 2, 3, 4. Bon, 5 personnes. Bon, c'est bien. Alors ça, effectivement, le Linky, ça peut peut-être permettre de résoudre les problèmes. Mais toujours est-il que le problème, il n'est pas là. EDF, c'est 100 milliards de chiffre d'affaires. C'est une des premières sociétés françaises. 100 milliards pour vous, c'est une somme colossale. Colossale. Elle vous paraît colossale. D'ailleurs, il y a 35 millions de compteurs, vous donnez chaque jour 1 ou 2 euros à EDF, en moyenne, à peu près chaque Français. Donc 100 milliards. Vous imaginez, 59 réacteurs, des centrales nucléaires, des centaines de milliers d'employés. Ben, figurez-vous qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que 100 milliards, alors 200, 500 milliards, 1000 milliards, sans rien faire en France. Ce sont Google, Facebook, etc. Les GAFA. Ils gagnent, notamment sur le sol français, plusieurs centaines de milliards sans ne rien faire. Alors voilà, il est venu l'idée à certains industriels, notamment EDF, tout ça, etc. Mais nous, on peut tout savoir sur les gens. On peut tout savoir. On a 35 millions de gens qui sont captifs. On peut tout savoir. On peut devenir câble opérateur. Il y a moyen, pas passer par les antennes relais, mais passer par l'onde, par le câble, en voie montante et voie descendante. Mais seulement, comment faire passer ça? Il a fallu trouver un greenwashing. Ce greenwashing, ça s'appelle la transition énergétique. Et aujourd'hui, on vous le présente comme ça. Par exemple, vous pensez aussi que demain, vous allez charger votre voiture électrique sur votre Linky, puis vous allez payer le courant au prix normal. Pas du tout, ça ne se passera pas du tout comme ça. C'est tout prévu. Vous allez avoir un nouveau compteur, un nouvel abonnement, et vous allez payer une taxe supplémentaire. Donc, ça, c'est pour vous montrer que ce qu'on vous dit au jour d'aujourd'hui, c'est totalement faux, c'est de l'enfumage. Alors, au départ, on disait que les compteurs étaient propriétés des communes, des Enedis, c'est faux maintenant, on n'en parle plus. Après on vous disait que vous allez faire des économies d'énergie, vous allez voir que c'est faux aussi. Après on vous a dit ça, etc. Donc à mesure qu'on avance, tout change. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au basculement, mais il y a énormément de problèmes, notamment factuels, comme a parlé monsieur le maire. Ça préoccupe parce qu'il y a quand même énormément d'incendies. Si Linky, effectivement, est de la classe M1, contrairement à ce que dit M. Lassus ou Mme Gladys Larose, les porte-paroles d'Enedis, le Linky peut brûler, il brûle avec une flamme. Expliquez simplement comment ça fonctionne, alors, justement. Oui, alors donc, on va vous mettre ce compteur. Ce compteur va shunter toute votre installation aujourd'hui électrique. Votre disjoncteur ne va plus servir à rien. Votre installation électrique sera pilotée à distance par un tiers. Et ça, déjà, un objet connecté, au niveau de la Constitution, il y a un problème. C'est pour ça que le mot Linky n'apparaît pas dans le mot de transition énergétique. On a demandé, dans le cadre des directives européennes, de déployer les compteurs intelligents Enedis, mais on n'a pas demandé d'imposer les compteurs intelligents. C'est pour ça que les premiers jugements sur le fond qui sont tombés sont clairs. Vous avez le droit de refuser le compteur Linky. Alors, ce compteur, on va vous le mettre. Comment il marche? À le micro. Sinon, je peux vous suivre aussi. Il y a donc le courant, c'est RTE qui diffuse le courant électrique en France, ça s'appelle la très haute tension. Après, il y a Enedis qui travaille en moyenne tension et basse tension. À la fin de la guerre, on a demandé au maire ici de la commune, est-ce que vous voulez le courant électrique? Elle a dit oui. Mais le problème, on a dit, mais on n'a pas de sous. Est-ce que vous voulez payer les compteurs et l'installation? Il a dit oui. C'est pour ça que le bien commun qui est le compteur aujourd'hui, il vous appartient, c'est un bien communal inaliénable. C'est comme ça. On ne peut pas avoir un transfert de propriété. C'est comme les communs, une copropriété. Il y a les communes, c'est pas le syndic qui est propriétaire des communes, vous déléguez au syndic de la copropriété je pourrais appeler ça la gestion du bien. Mais il n'est pas propriétaire ni du commun, ni du bien de votre appartement. Donc, ceci dit, maintenant, Enedis a fait une marche arrière et revenu. Mais on passe en force, parce qu'il n'y a qu'un but, c'est de poser des compteurs. Après, on verra. Alors, ce compteur est posé, on vous l'installe chez vous, il est relié
par le courant électrique, tout simplement, en voie montante et descendante, par une nouvelle fréquence qui se superpose à votre courant électrique 50 Hz. Aujourd'hui, pour ceux qui voient, vous avez ici, très propre le courant, hein, ici, voilà. Vous avez une sinusoïde propre, donc ce qu'on appelle la valeur efficace, en joules. Elle est parfaite, elle n'est pas polluée, pas ce qu'on appelle la dirty electricity, comme aux États-Unis. Elle a un bon rendement. C'est quoi l'électricité sale en fait? Alors l'électricité sale, c'est l'électricité où il y a des harmoniques. Alors, on ne va pas entrer trop dans les détails parce qu'il faut des 3 heures. Jusqu'à présent, vous n'avez pas le droit de polluer le courant électrique. C'était même interdit, il y avait ce qu'on appelle les circuits bouchons. C'est-à-dire que le courant marchait que dans un sens. Vous ne pouvez pas envoyer du courant de l'autre côté. Donc aujourd'hui, Enedis enlève tous les circuits bouchons, de partout dans les postes de transformation, même les postes sources. On pourrait... allez-y, mettez... Voilà un poste de transformation qui est à côté, qui n'est pas tellement loin. Vous voyez, vous avez ces 2 cylindres en haut. Ce sont des circuits bouchons, des filtres. Donc ça évite que le courant soit renvoyé. Et vous-même, si vous polluez le courant, vous étiez en infraction. C'est comme quelqu'un qui pollue les ondes, est en infraction. Voilà. Alors aujourd'hui, on enlève ces circuits bouchons pour que l'Enedis, qui est devenu de facto câble opérateur, puisse envoyer du courant, une porteuse, on va dire, hein, donc en une fréquence qui c'était au départ G1, pas trop de débit, qui passait maintenant G3 avec un débit supérieur. On est toujours en mode paquet, c'est-à-dire qu'on envoie les informations d'un bloc. C'est comme un téléphone portable, mais on envoie les informations donc sur 400. Toutes les informations de tous les compteurs de la grappe. La grappe, c'est ce qui va au concentrateur. Ce que vous allez avoir ici, sur les pylônes, ça s'appelle le concentrateur. Ce concentrateur, il est dépendant directement du poste de transformation, et c'est lui qui va servir de commande à vos Linky. Enedis va envoyer les ordres à lui, à la grappe de tous les compteurs qui passent chez vous, et lui, il va transmettre les ordres à votre compteur. S'il faut faire coupure, pouvoir de coupure, etc., changement, en fait, ce qu'il suit, voilà. Enedis interroge en permanence tous les Linky. Environ, les Linky sont au pas de 2 secondes, il faut le savoir, de 2 secondes, mais aujourd'hui, il a 1000. Alors, sans doute pas, ça veut dire que ça se recharge toutes les 2 secondes. Voilà, toutes les 2 secondes, on sait chez vous ce qui se passe, chaque appareil, parce que chaque appareil a une empreinte électromagnétique. Si vous mettez le grille-pain, il a une empreinte électromagnétique. Si vous mettez une machine à laver, il a une empreinte électromagnétique. Et les sociétés commerciales vont utiliser ça, utilisent d'ailleurs, ils se sont spécialisés, mais il faudra que vous donniez, d'après ce qu'on croit savoir aujourd'hui, votre accord à Enedis pour vendre vos données. Alors, pour faire simple, eh bien voilà, jusqu'à présent, vous étiez client d'Enedis, hein, vous étiez un consommateur client d'Enedis, et bien maintenant, vous êtes devenu un produit d'Enedis. Voilà la vérité, c'est exactement comme ça que ça se passe. Hein. Et à terme, dans ce compteur Linky, vous avez ce qu'on appelle tout un ensemble qui est en réserve, ça s'appelle les TIC, les téléinformations clients. Ça va permettre de gérer tout. Donc les climatiseurs, les chauffe-eau électriques, comme vous avez aujourd'hui le basculement, etc., etc. Et le TIC numéro 5 va servir aux voitures. En réalité, il ne va pas servir qu'aux voitures, il va servir ce qu'on appelle aux batteries. Tout ce qui est batterie. Téléphone portable, etc. Donc vous ne pourrez plus brancher un accu sans avoir un abonnement particulier. C'est noté par la Commission de régulation de l'énergie, avec un nouvel abonnement. Évidemment, la TIPP n'existant plus, l'État ne peut pas se passer des taxes de la TIPP, c'est rapporté maintenant aujourd'hui sur donc, la consommation énergétique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de voitures électriques comparé au parc national, il y a environ un peu plus de 100 000 voitures électriques, mais dans quelques années, il y aura beaucoup de voitures électriques, et puis en plus, les voitures thermiques donc, seront interdites, je crois, dans 1 ou 2 décennies, je crois, à peu près. Donc, l'État ne peut pas se priver de cette manne, donc ça va passer par le compteur. Donc tout ça, etc. C'est un compteur donc upgradable à distance. Il est aujourd'hui programmé, il y a 55% de réserve pour des modifications, etc. Et ces modifications se font donc non pas chez vous, mais elles se font par le concentrateur. On peut passer voir la miniature. Le concentrateur, qui aujourd'hui pose problème. Vous mettez la 5. La 5, en haut, la 5, non, ça c'est l'autre chose. En haut dessus, voilà, ça. Voilà le concentrateur, qui est celui qui est dans le boîtier. Il y avait une dame qui m'a pas parlé tout à l'heure. Voilà, on va maintenant l'ouvrir, vous le montrer. C'est à peu près gros comme ça, vous pouvez montrer la miniature. Alors,
On va montrer maintenant l'avant-dernière, voilà celle-là. Voilà un concentrateur ouvert. Voilà, c'est ce que vous avez. Et le problème au jour d'aujourd'hui qu'on rencontre, Kennedy se rend compte, mais il résout le problème sans trop, c'est que le concentrateur, lui, il communique avec Enedis, avec le centre de gestion national, l'orbite d'appel, par une antenne relais. Ceux qui ont 20-30 ans ont connu les téléphones portables avec des antennes comme ça qui sortaient. C'est ça, voilà, les téléphones 2G, 2,5G. Ce qui était prévu à l'origine, donc 2 watts, on va faire simple. Cette antenne, voilà, elle est dessous, mais il y a un problème au jour d'aujourd'hui, c'est que cette antenne relais, elle ne fonctionne pas comme il faut, parce que, contrairement aux antennes de téléphonie mobile qui sont mises sur des points hauts, qui ont mis 6 mois ou 1 an ou 2 ans pour trouver le point, il y a une étude radio qui est faite, là, on est obligé d'aller aux postes de transformation. Je prends l'exemple encore à Valence, parce qu'on travaille beaucoup sur Valence. Les postes de transformation à Valence, ils sont souvent dans les immeubles, au sous-sol des immeubles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit non pas cette petite antenne, mais des nouvelles antennes qui s'appellent les antennes collinaires. Alors maintenant, vous pouvez montrer la miniature. Vous montrez la dernière, s'il vous plaît. Voilà, on les sort et vous les voyez. Alors ça, c'est les premières antennes collinaires d'il y a quelques mois. Maintenant, on met des étages, on rajoute des étages, pour arriver, comme à Valence, puisque ça passe très difficilement, dans les quartiers, à des antennes collinaires avec beaucoup de brins. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'antenne de Valence, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, lorsque vous avez un téléphone portable, vous téléphonez, vous avez un lobe. Ce lobe, il est comme une poire. Alors, il peut faire plusieurs mètres, etc. On ne va pas entrer dans les détails. Chaque fois que vous mettez un brin, ce lobe, vous l'écrasez. Et à la fin, comme là, il est une assiette. Par contre, toute la puissance que vous avez en rayonnement qui était en haut, rayonne vers le bas. Ça s'appelle des ondes de sol. Et c'est pour ça qu'à Valence, les gens qui sont près des concentrateurs avec ce type d'antenne, qui ont leur fenêtre, quand on va mesurer chez eux le Linky, si j'ai le temps, je vous en parlerai. Alors, on ne va pas avoir le temps, oui, ça c'est sûr. Ils vont pas. Ça ne sert à rien de mesurer. On voit qu'il y a le Linky, effectivement, il y a des problèmes, mais c'est pas ça. Quand on discute avec les gens, notamment avec Françoise, il y a quelques jours, elle nous a expliqué, on la laisse parler, et puis là, je ne peux plus dormir, là, dans ma cuisine, dans ma chambre, je peux dormir derrière. Non, attendez, vous avez le Linky partout, là, vous pouvez dormir, et là, qu'est-ce qu'on voit? Et puis je lui dis, oui, il est où le poste de transformation du quartier? Il dit, il est là. J'ai compris. Donc, les ondes, les murs arrêtent les ondes, et les ondes rentrent par sa fenêtre, et c'est là qu'elles sont malades. Et ça, c'est un nouveau problème qu'il faut gérer aujourd'hui. Il y a environ 1 millier de personnes en France qui ont été obligées de quitter leurs appartements à cause de ça, qui vivent dans des voitures ou ailleurs ou chez les parents. Ils ne peuvent plus vivre. Il faut le savoir, c'est très important. D'abord, bonsoir à toutes et à tous, et ravi de voir plein de gens, de Vieux-le-Fil, de Poète, de Pont-de-Barré, de Vanas, etc. C'est vraiment impressionnant et ça me rappelle des bons souvenirs sur les gaz de schiste. J'ai l'impression qu'il y a une mobilisation en se disant mais qu'est-ce qu'on va encore nous imposer? Donc merci d'être là, parce que je trouve que c'est très important qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Par rapport à ce Linky que tu as présenté, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un peu largués, il faut se pas pour dire, mais... Bon alors, pourquoi on ne veut pas ce Linky? Bon, vous savez, moi je suis une fanat de la transition énergétique. Bon, c'est-à-dire comment mieux adapter sa consommation par rapport à l'offre et surtout diminuer notre consommation énergétique. Et comme tu as dit, on nous l'a vendu en disant, il faut que le consommateur soit actif, c'est-à-dire qu'il diminue sa consommation d'énergie. Mais encore faut-il la connaître. Alors là, en tant que députée européenne, je prends ma casquette députée européenne, il y a eu une directive de 2009 qui dit qu'effectivement, il faut diminuer la consommation, mais il faut que le consommateur soit actif. C'est-à-dire qu'il ait accès à l'information. Or, le problème de ce Linky, moi je leur dis à Enedis, pour moi, il est complètement obsolète. Ça ne répond pas à la directive. Ça ne répond pas à la directive. Parce qu'on est passif devant ça. On ne voit pas la consommation en direct. Alors j'ai rencontré les gens d'Enedis à Paris.
Il y avait Laurence Abeille avec moi. C'était en 2016. C'était en 2016 et on leur a dit comment se fait-il que ce compteur n'apporte pas l'information auquel le consommateur est en droit d'avoir pour modifier sa consommation. Moi, je voulais un appareil qu'on appelle les communicants intelligents, hein, pour que je sache si aujourd'hui, à combien je suis dans la consommation et par appareil. Par exemple, est-ce que mon frigo consomme beaucoup, est-ce que mon grille-pain consomme beaucoup, etc. Or là, on a des appareils qui ne nous apportent pas cette consommation. Et on me dit, ah mais il faut aller sur Internet et vous aurez la consommation de la veille. En plus, il faut aller sur Internet. Alors, et vous savez qu'on est très bien connecté dans la région, surtout à Féline-sur-Émendou. Bon, je ne vous dis pas, moi je suis avec satellite, tout ça, parce que j'ai même pas la DSL. Et alors, donc il faut que j'aille à mon ordinateur et j'ai la consommation de la veille. Mais la consommation de la veille, je ne savais pas le nombre d'appareils, vous voyez, connectés, etc. Donc je dis, toute l'information, elle est pour Enedis, mais pas pour nous. Et vous allez à l'encontre de la directive européenne qui demandait d'être un consommateur actif. Et la preuve en est que, vous savez, ils ont commencé à installer des Linky à Lyon. Lyon, ça a été un peu une ville pilote. Ils ont fait une étude sur 1500 ménages qui étaient équipés avec cet appareil Linky. Eh bien, au bout d'un an, ils sont aperçus que ça n'avait absolument pas modifié la consommation des gens, puisqu'ils n'ont pas accès à l'info. Alors, j'ai regardé ce qui se passait dans d'autres pays, parce que c'est ça qui est intéressant. En France, on a l'impression de nous imposer le Linky, alors que ce n'est pas obligatoire. La directive européenne n'a jamais dit que c'est obligatoire. Elle dit que ça serait bien d'avoir des compteurs intelligents pour mieux adapter, vous voyez, l'offre et la demande. Or ça ne répond pas à ça. Donc les Allemands ont dit, nous, pas question d'avoir l'équivalent du Linky. Nous, on veut ces appareils pour les gros consommateurs d'énergie, c'est-à-dire au-delà de 6000 kW. Et ils ont dit pour aussi les gens qui ont des cellules photovoltaïques, puisque c'est intéressant d'avoir des producteurs pour voir et réadapter, si vous voulez, la demande et l'offre. Les Belges ont dit, nous, on n'en veut pas. Les Anglais ont dit, on en veut, mais à partir du moment où les gens ont un écran qui leur indique la consommation en temps réel. Alors quand tu présentais les vieux appareils, moi je préférais aux appareils qui tournent, parce que je voyais si jamais je partais en vacances, si j'avais oublié quelque chose. Ouais. Et puis si ça tournait très vite, on savait qu'il y avait beaucoup d'appareils qui consommaient. Mais là, pour moi, il est complètement dépassé. Comment ça s'est passé quand vous êtes allé porter les craintes et les plaintes des collectifs en 2016 auprès d'Enedis? Est-ce qu'il y a eu des changements? Eh bien, Enedis, alors, parce que c'est des menteurs. Je leur ai dit, je ne vois pas quelle est la valeur ajoutée pour le consommateur. Et vous êtes donc en défaut vis-à-vis de la directive européenne. Deuxièmement, je leur ai dit, vous savez qu'il y a des électro-hypersensibles. Des gens, puisque comme ça vous a été dit, il y a des ondes qui se surajoutent dans le courant électrique. Or, il y a des gens qui sont très sensibles aux ondes. Et donc, je vous demande à ce que ces gens-là qui sont électro-hypersensibles, vous ne leur installez pas un Linky. Et le directeur m'a dit, promis juré. Il m'a dit, pour ces gens-là, je l'accepte, on ne va pas installer ces appareils. Écoutez, à Valence, vous savez que je suis au conseil municipal dans l'opposition à Valence, pour une première fois, le maire, grâce à des réunions comme celle-ci à Valence, a dit, oulala, c'est populaire, il va falloir faire un arrêté municipal. L'arrêté municipal, et là, je vous l'amène, il a été voté à l'unanimité. Au mois de décembre. Au mois de décembre. Il y avait Enedis qui était présent dans la salle. Et avec le maire, on avait concocté un arrêté qui disait « Il est demandé à Enedis de prendre en compte le refus expressément exprimé par tout abonné valentinois de voir remplacer le compteur qui équipe son logement. » Donc on dit à Enedis, écoutez, on vous demande, si les gens n'en veulent pas, que vous acceptiez leur refus. Enedis ne dit rien. Ni oui, ni non. Mais ne dit rien. Et puis, on dit aussi, il faut absolument informer la population de Valence et ses alentours en organisant des débats contradictoires. Eh bien, Enedis n'a
n'a fait que des réunions Enedis. Il ne nous a pas du tout invités, puisqu'il y avait un collectif aussi, donc les collectifs étaient intéressés. Et lorsque j'ai fait une grosse réunion à Valence, j'avais bien sûr invité le maire de Valence et bien sûr Enedis. Ni le maire ni Enedis n'est venu. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui n'acceptent pas le débat contradictoire. Et que ce que je n'accepte pas chez Enedis, c'est qu'ils s'étaient engagés, alors moi la direction d'Enedis à Paris, de ne pas installer le Linky, ben, vous savez ce qu'ils ont fait le lendemain de l'arrêté. On avait des gens qui avaient envoyé, avec accusé de réception à Enedis, en disant « je ne veux pas qu'on change mon compteur ». Eh bien le lendemain, ils ont changé en priorité le compteur à ces personnes-là. Et je trouve ça vraiment scandaleux, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas ce sur quoi ils s'étaient engagés. Alors il faudrait peut-être aller plus haut. Il y a des collectifs qui demandent un moratoire au ministre de l'Environnement sur les risques. Alors je vais voir Nicolas Hulot lundi. Voilà. Et je vais vous dire que je vais lui remonter les bretelles. Parce que de deux choses l'une, soit la directive, je vous dis, n'a jamais dit il faut imposer à tout le monde le changement de ce compteur. La loi de transition énergétique qui a repris la directive européenne n'a jamais parlé d'obligation. Alors vous avez deux choix. Mais elle prévoit l'installation des compteurs, par contre. La possibilité d'installer des compteurs. Elle n'a jamais dit il faut que tout le monde ait ses compteurs. Et moi, si je ne peux pas empêcher, si vous voulez, le fait d'installer des compteurs, on peut dire, mais si des gens n'en veulent pas, c'est leur choix. Alors si le compteur est à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison, personne ne peut vous obliger à changer votre compteur. C'est votre propriété. Mais si votre compteur est dans l'immeuble et pas à l'intérieur de l'appartement, que fait Enedis? D'abord, il sous-traite à des gens qui ne sont pas formés, on vous donnera les preuves, on les forme, vous voyez, pendant quelques semaines, des gens qui ne sont absolument pas formés au truc électrique, d'où les incendies d'ailleurs, hein, d'où les dysfonctionnements du compteur qui peuvent entraîner des variations de tension à vos appareils. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont vu que tout d'un coup leur télé s'allumait, que la machine à laver avait démarré, enfin des trucs incroyables parce qu'il y a des différences de tension. Et en même temps, rien n'oblige donc à chacun d'avoir l'installation de ces appareils. Alors, tout le problème, c'est quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez, quand l'appareil est à l'extérieur. Donc il y a des gens qui ont commencé à mettre des espèces de barrières pour dire je ne veux pas qu'on change le compteur. Mais ils viennent en douce, ils ne vous avertissent pas forcément, et quand vous arrivez dans votre immeuble, eh ben, on vous a changé de compteur. Donc c'est vraiment du forcing. Du forcing alors que la loi ne l'oblige pas. Et puis il y a un troisième argument, tu en as parlé, c'est le respect des données personnelles. En fait, cet appareil, il est conçu pour avoir accès à toutes les données de votre consommation. Alors Enedis se cache en disant « oui, mais je ne vais pas les transmettre et je ne vais pas les vendre au privé ». Mais qui nous dit que demain, ils ne vont pas le vendre au privé? Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on a des données incroyables? Mais bien sûr. D'abord, il existe des hackers. Vous savez, des gens qui captent les données. On l'a vu sur Uber, rappelez-vous. Uber qui disait, c'est super sécurisé. Oui, ben on a appris que plus de 100 000 personnes qui avaient utilisé Uber, eh bien, ils avaient la carte bleue des personnes qui avaient payé. Parce qu'il y a des hackers qui ont pris ces données. Demain, vous avez des hackers qui vont prendre ces données, ben, ils vont savoir pendant qu'au mois d'août, il n'y a personne à la maison. Parce qu'on peut tout savoir. Moi, je peux savoir si vous avez des amants ou des maîtresses. Parce que si vous avez une consommation de temps et que d'un coup elle augmente, c'est qu'il y a une personne supplémentaire. Si vous êtes des gros consommateurs, eh bien, je vais vous dire, oh là là, il va falloir changer votre frigo, il consomme trop. Et donc, énormément de gens sont intéressés par rapport à vos données. Parce que, vous voyez, ils peuvent avoir des données sur vos appareils électroménagers, ils peuvent avoir des données pour savoir si jamais vous cultivez des choses que vous ne devez pas cultiver, puisque souvent, j'ai vu qu'ils éclairaient la nuit. En fait, vous avez des tas d'informations sur votre vie privée.
Est-ce qu'on a des informations sur la façon dont ils pensent utiliser ces données, effectivement? Ah ben, ces données, elles peuvent, bien sûr, c'est intéressant d'avoir ces données. Autant ils vont les revendre, ben, comme bien sûr. justement Google, Facebook. À la fois, ils peuvent les vendre à du privé, qui est intéressé de savoir quelle est la consommation, quels sont les appareils déficients, pour vous dire, ben, ça serait bien de changer certains types d'appareils. Et puis, mais qui dispose de l'action? C'est plus vous, c'est Enedis. Donc, ce qui est choquant dans cet appareil, et ça, on ne l'avait pas jusqu'à présent, c'est qu'à distance, il y a une espèce de Big Brother qui va, parce que là, tu pourras donner plus d'informations, ils ont accès, en fait, à toute votre consommation électrique dans votre maison. Et à l'extérieur, ils peuvent décider d'arrêter de couper le courant. Si vous êtes des mauvais payeurs, par exemple sur Enedis, ben, ils vont dire, ah ben ceux-là, on va leur couper l'électricité, par exemple, sur le chauffage électrique, qui est vraiment le pic. Et ça, on ne l'avait jamais avant. Puisque le premier compteur, comme tu disais, il était bête. Ouais, il était peut-être bête, mais il donnait que l'information, vous voyez, mais il ne pouvait pas rétroagir. Et ce que demande la directive européenne, c'est que ça soit le consommateur qui le fasse. Or maintenant, ça va être Enedis qui va le décider. Et ça, on a complètement changé de paradigme. En plus, quand on demande des débats, eh bien les débats, ben, vous ne les avez pas, puisque c'est eux-mêmes qui font leurs débats. Donc, il faut absolument qu'on lutte contre une intrusion de notre liberté. Parce que je trouve que ça va à l'encontre de la liberté du consommateur. D'une part, on n'a pas le choix d'autres types de consommateurs. Parce que franchement, moi, qui suis pour la transition, j'aimerais savoir, chez moi, combien je consomme, quels sont mes appareils qui consomment, et ailleurs, on leur met des logiciels qui vous donnent des diagrammes, vous voyez, sur vos appareils. Parce qu'ils savent exactement, vous voyez, par rapport à une puce qui est dans les appareils, si c'est tel et tel type d'appareil. Et vous pouvez rétroagir. Alors que là, c'est eux qui décident pour vous. Donc, tout ça, parce que ça coûte entre 5 milliards et 7 milliards d'euros, pour installer 35 millions de compteurs qui marchaient très bien, dont certains ont été changés il y a 2-3 ans. Donc, imaginez le gaspillage que ça représente. En plus, on n'est pas des gros consommateurs à titre personnel. Les Allemands, ils n'ont jamais mis des compteurs liqués à chacun. Les Belges non plus, les Hollandais, ils ont remis en question ça. Donc c'est quand même incroyable qu'en France, on vous dit, c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est une intrusion, vous voyez, dans notre vie privée, et c'est une intrusion sur notre liberté de choix. Et qu'en plus, alors, il y a une étude, j'ai demandé à ce qu'il y ait une étude européenne de fait, qui soit faite sur l'ensemble des compteurs installés en Europe. Mais il y a des compteurs beaucoup plus intelligents et beaucoup plus, si vous voulez, interactifs. Donc, comme action, regardez-nous à la mairie de Valence. Alors, on titille un peu le maire, là, parce qu'il a fait cet arrêté, mais il faudrait que, vous voyez, il titille Enedis, parce que c'est un non-respect. Alors, qui a attaqué, bien sûr, l'arrêté? C'est Enedis. Vous voyez, ils ne veulent aucune... Mais ils attaquent systématiquement les arrêtés. Ah ouais, ouais. Ils attaquent tous les arrêtés parce qu'ils estiment que c'est eux, avec la complicité des politiques. Parce que le maire m'a dit, il faut demander un moratoire aux députés de l'Assemblée nationale. Quand je vois la République en marche, je ne vois pas qui, en République en marche, va oser dire non à Jupiter. Hein? Donc, je ne vois pas comment on pourrait avoir un moratoire sur le plan politique. En tout cas, vous allez le demander. Oui, on va le demander pour au moins qu'il se bouge, parce qu'on voit pas, il n'y a pas beaucoup de députés qui se bougent. Mais là, M. Sargentini donnait une lettre de M. Hulot à un maire. Au mois de novembre, il était écrit « Toutefois, le refus de remplacement d'un compteur par un particulier est possible ». Lettre de M. Nicolas Hulot en date du 14 novembre. Et là, les jugements, il y a la galerie, ordonne. Hein, oui, la requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Un jugement. Oui, Appel au tribunal administratif. Oui, il faut donner le contexte. Donc, on a plusieurs stratégies. Première stratégie, si vous avez un compteur chez vous, vous pouvez toujours dire non à son remplacement. Ça, quand même, jusqu'à présent, la propriété privée sera préservée. Si vous avez un compteur collectif, alors là, il faut que vous puissiez voir s'il y a quelqu'un, parce qu'il ne va pas dire « je suis Enedis hein, », puisque les gens viennent à des heures où vous n'êtes pas forcément là,
et ils peuvent le changer. Donc ça veut dire qu'il faut organiser en quelque sorte des vigies, vous voyez, dans votre immeuble pour vous informer. Et comme c'est des sous-traitants, ils ne vont pas castagner. Vous voyez, c'est pas... ils vont s'en aller en disant on ne va pas pouvoir l'installer. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un, vous voyez, qui puisse dire non. Et puis après, il y a l'action juridique. Donc c'est bien parce que je fais le transfert. Oh là là, elle est formidable. J'avais juste une toute dernière mini-question sur le Parlement européen. Comment il se positionne par rapport aux personnes électro-hypersensibles? Est-ce qu'il y a une sensibilité de ça, puisque dans les autres pays européens, on y porte plus attention peut-être, comme vous le disiez? Alors là, c'est un c'est petit une autre peu... histoire. Non, Madame Michel Rivasi, députée européenne, oui, se mobilise sur les électro-hypersensibles. Mais il n'y a aucune... Je connais aucun texte, si ce n'est qu'on essaie de faire en sorte à ce que les gens soient informés des niveaux, vous voyez, de champs électromagnétiques. On a réglementé sur tout ce qui est IRM et puis scanner par rapport aux doses, mais il n'y a pas une sensibilité particulière. Ouais. Parce que ce qu'il faut voir, même dans mon groupe politique, hein, c'est que les gens, ils sont complètement décérébrés sur l'utilisation d'Internet, du portable, etc. Et que pour eux, quand on leur dit mais arrêtez, on ne veut pas d'installation Wi-Fi parce que ça pollue, ils ont du mal à l'accepter. Donc moi je fais beaucoup venir des malades et des électro-hypersensibles au Parlement pour les sensibiliser là-dessus. Mais je trouve qu'en France, là ça avance. Puisque, vous savez, on veut créer une zone blanche, si ça vous intéresse, je vous en parlerai, pour justement qu'il y ait des zones de ressourcement sur des gens qui sont devenus électro-hypersensibles. Il y a un rapport de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité alimentaire et d'environnement, qui reconnaît maintenant l'existence d'électro-hypersensibles. Mais ils sont un peu tétanisés par le fait... Alors, ils ont demandé à ce qu'il y ait un rapport de fait, il devait sortir il y a 2 ans, il n'est toujours pas sorti. Moi, ce qu'il me faut... Même si on n'a pas toute l'explication pour les électro-hypersensibles, c'est qu'on protège les électro-hypersensibles. Parce que sinon, c'est des exclus. C'est des gens qui sont obligés d'aller dans les forêts, on l'a vu à la forêt de Sceaux, mais il y en a plein d'autres qui errent. C'est des invisibles qui souffrent. Et ces gens-là, eh bien, écoutez, moi je fais tout pour essayer de les défendre. Mais sur le plan européen, j'avoue que ils disent c'est pas la compétence, si vous voulez, de l'Europe, d'être sur la santé. Vous voyez, on est sur les vaccins, vous savez que j'adore les vaccins, on est sur des choses comme ça, mais sur la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité, c'est pas encore ça. On est à l'ère de la connaissance, mais pas encore de la prévention. Oui. On parle avec Maître Durand. Vous m'avez dit avoir participé à de nombreux débats sur le Linky, et dans environ 9 débats sur 10, Enedis n'était pas présent. Parallèlement, vous dites que la plupart du temps, sur des contentieux techniques, vous êtes habitué à ce que votre adversaire juridique brouille les pistes. Comment Enedis font-ils pour brouiller les pistes en étant absent? Bonsoir. Merci aux organisateurs de cette réunion de m'avoir invité parmi les participants à cette réunion. Merci de m'avoir invité, monsieur le maire. Vous parliez de l'éloge du factuel, et je crois que c'est un élément clé dans ce dossier, c'est que vous avez en face des industries qui sont très puissantes et qui sont capables de générer des théories, des théorèmes qui vous disent mais non, ça ne pose pas de problème, mais non, si vous êtes malade, ce n'est pas à cause des ondes, etc., etc. Ça, ce sont des théories, des documents, des rapports qui vont dire qui vont faire ce type d'affirmation et qui vont nier des faits. Vous en avez eu un exemple tout à l'heure, une démonstration très factuelle dans le comptage du type d'énergie. Nous, on a proposé à des électro-hypersensibles, dans certaines conditions, de prouver de manière très factuelle au juge que, en l'occurrence, le Linky, le CPL du Linky, donc le courant porteur en ligne, qui consiste à ajouter de nouvelles fréquences qui n'étaient pas présentes dans les maisons et qui posent des problèmes de santé à certaines personnes. On a proposé des constatations très factuelles pour montrer au juge, non pas une vérité scientifique définitive, c'est pas l'objet du procès, simplement montrer qu'il y a un vrai problème et que le temps que la science fasse son chemin,
et il y en a encore beaucoup du chemin face aux embuscades qui sont posées par les promoteurs des ondes. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, donc le temps que ce chemin soit parcouru et qu'on puisse arriver jusqu'au bout, que le juge prenne des mesures provisoires, en gros le provisoire, vous savez, ça peut durer très longtemps, pour protéger ces personnes, notamment dans le cadre du Linky, pour qu'elles puissent refuser non seulement le Linky, mais également le courant porteur en ligne, parce que même si on a son compteur à l'intérieur de la maison, le problème du courant porteur en ligne, c'est qu'il se diffuse dans toutes les maisons, tous les appartements d'une même grappe de compteurs, c'est-à-dire en moyenne une cinquantaine de compteurs. Là où il y a ce fameux concentrateur en fait. Le concentrateur et chaque Linky constitue chacun un émetteur qui vont dialoguer les uns avec les autres. Des compteurs Linky dialoguent les uns entre les autres parce que c'est un petit peu technique, donc je ne vais pas revenir sur ces aspects-là, mais ils ont cette contrainte technique. Si vous voulez, le réseau Linky, c'est du bricolage, donc comme le signal s'affaiblit trop rapidement, ils sont obligés de faire relais, de retransmettre les informations d'un compteur à un autre pour arriver au final soit jusqu'au dernier compteur, soit jusqu'au concentrateur. Mais j'aimerais quand même revenir sur un point essentiel, c'est de comprendre pourquoi, par rapport à vos interventions, pourquoi est-ce qu'on a ce projet. On voit que l'aspect l'information du consommateur, elle est quand même un petit peu bancale. Bon, avoir l'information... Et il y en a qui vont jusque-là, parce que c'est vrai qu'on a des faits qui sont contraires. En réalité, le fondement de ce projet, c'est qu'on veut changer la nature de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité, c'est la délivrance d'une source d'énergie. C'est ce qui permet de véhiculer, quelle que soit d'ailleurs l'origine de cette énergie, c'est un moyen de transport de cette énergie. Pourquoi le CPL? Parce que ça va permettre, en plus de cette fonction de transmission d'énergie, une captation d'informations. C'est un élément qui est fondamental dans ce projet-là, c'est que quand on sera équipé de Linky, on ne pourra plus brancher un appareil sans que, s'il est équipé d'une puce par exemple, mais dans certains cas aussi s'il n'est pas, matériellement il puisse transmettre des informations. Donc on est fondamentalement en train de changer quelque chose d'essentiel qui probablement devrait faire l'objet d'un consensus politique avant d'être engagé, et on assiste plutôt à un passage en force. Diviser les frais d'avocat. L'avocat ça coûte cher, se battre contre Enedis ça coûte cher, donc c'est pour ça qu'on a proposé qu'il y ait 1 millier de personnes, ce qui permettait largement de diviser les coûts et de faire une sorte de pot commun pour financer les frais, mais aussi pour avoir plus de moyens de défense. Tout récemment, on a notamment proposé que le procès que l'on va conduire, alors ce sont des inscriptions qui sont possibles jusqu'au 7 avril, et le procès sera lancé le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. On a proposé que ce procès soit divisé devant différentes juridictions locales, pas simplement devant une seule juridiction nationale qui, pour une hypothèse quelconque finalement, pourrait dire non, non, vous êtes mal fondé. Alors c'est clair que dans ce dossier on a énormément de motifs juridiques extrêmement bien fondés qui sont avancés. Maintenant c'est le juge qui tranche. Pour éviter qu'un seul juge puisse renvoyer dos à dos tout le monde, on va saisir différentes juridictions. Et ce qui va permettre aussi aux personnes qui refusent Linky d'être jugées par un tribunal qui est proche de chez elles. Si on en vient à un mode un petit peu plus pratico-pratique, on a d'un côté les installateurs d'Enedis qui ont reçu des consignes apparemment assez claires de forçage des personnes réticentes lors de la pose des compteurs, et de l'autre il existe un contrat de concession, si j'ai bien compris, qui lie les communes avec les gestionnaires du réseau. C'est un contrat qui les autorise donc à accéder aux compteurs. Est-ce que Enedis ont le droit de nous forcer à cette installation au moment de la pause, quand on est face au poseur? Alors, le Linky, c'est quoi? C'est pas un compteur. Enedis le dit elle-même. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, parce que comme ils n'ont pas pu venir, on va essayer de ne pas se faire accuser de ne pas prendre en compte leur point de vue. Mais là, pour le coup, c'est Enedis qui le dit. Il dit c'est bien plus qu'un compteur. C'est un petit peu comme un smartphone. Ça permet de téléphoner, mais ça permet aussi beaucoup de choses. Beaucoup de choses, notamment, qui sont susceptibles éventuellement de porter atteinte à la santé, à la vie privée, etc. C'est tout un ordinateur en réalité. Le Linky, c'est pas autre chose. Vous avez à l'intérieur un microprocesseur, vous avez des capteurs, vous avez de la mémoire et un modem. Le fameux modem qui permet de communiquer par CPL. Et donc, juridiquement, imposer ça à un consommateur, de notre point de vue, quand on regarde le droit de la consommation, le droit de la concurrence, ce sont des pratiques qui ne sont pas admissibles. D'autant que la loi, Michel Rivasi l'a rappelé tout à l'heure, à aucun moment ne dit vous devez accepter un compteur Linky qui communique par CPL. La loi, déjà, ne parle pas d'obligation, absolument, à aucun moment ce mot ne figure dans les textes.
Et ça, j'aimerais dire que c'est important parce qu'on a vu Enedis vous écrire des mots avec des prospectus avec marqué « c'est obligatoire ». Mais en droit, ça veut dire quoi, c'est obligatoire? Dans ce cas, tout est obligatoire. En droit, ça veut dire qu'il y a une sanction derrière. Et aucun texte ne prévoit de sanction pour refus du Linky. Alors évidemment, les lobbyistes qui travaillent pour Enedis y avaient pensé. Ils avaient souhaité mettre en place une sanction pour vous inciter et vous faire peur. Ils avaient prévu une amende de 1 500 €. Sauf que cette amende-là, elle n'a pas été votée. Les parlementaires en question ont estimé que ça ne passerait pas le cap du Conseil constitutionnel, parce qu'effectivement, imposer à tout le monde un objet connecté sous menace d'une peine de 1 500 €, ça paraissait susceptible d'enfreindre un certain nombre de principes constitutionnels en France. Donc aujourd'hui, c'est la défense qu'on soulève devant le tribunal, c'est un élément capital, c'est que le consommateur, il faut non seulement qu'il ne l'ait pas refusé, mais il faudrait même, à notre sens, son consentement. Il faudrait avoir l'accord du consommateur pour lui imposer tel type de compteur connecté qui en réalité est un ordinateur. Mais on parle aussi beaucoup du big data, le fait de recueillir toutes ces données d'ordre privé à notre insu. Qu'en est-il de la protection des données, comme on peut avoir de la protection des données personnelles quand on met nos informations sur Internet et tout ça? Il y a des lois quand même. Alors, parole à la défense, Enedis, mais vous inquiétez pas, on les a eus sur... je vous invite à aller écouter cette émission, parce que c'est peut-être à cause de nous qu'ils n'ont pas souhaité venir aujourd'hui. Vendredi dernier, sur une radio qui s'appelle Radio Fréquence Protestante, justement, et à laquelle on a pu avoir un représentant, Monsieur Méric, communicant chez Enedis, pour intervenir, et il a pu exposer leur point de vue sur la protection des données. Et aujourd'hui, dans les différentes émissions où Enedis intervient, ça intervient notamment dans des contextes non contradictoires, où il n'y a pas de parole à la défense. Ils nous disent, mais Linky, vous inquiétez pas, il relève juste la courbe, c'est toutes les 10 ou 30 minutes et il n'y a pas de problème. Le problème, il est que cet objet, il est conçu pour capter beaucoup plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Il est matériellement fabriqué et conçu pour ça. Et donc, il a cette capacité, via une reprogrammation à distance, comme un ordinateur peut être reprogrammé à distance, d'aller extrêmement loin dans la captation des informations. Et ce que refusent les gens qu'on défende, c'est d'avoir chez eux cet ordinateur qui, étant reprogrammable à distance via des procédés non transparents mis en place par Enedis elle-même dans le plus grand secret, a la capacité plus tard, par exemple si la réglementation change, de devenir quelque chose qui va être beaucoup plus investigateur dans les données. Il faut pour nous des garanties matérielles de la protection des données, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. C'était parfait. Moi, je suis en train de regarder les questions. Alors, en fait, qu'est-ce que je fais demain? Si demain, je veux refuser ce compteur qui va arriver chez moi, qu'est-ce que je fais pour mettre toutes les chances juridiques de mon côté? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit le factuellement, compteur vraiment, ouais, qu'est-ce qu'on fait Bon, la version d'Enedis... Ou même, est-ce qu'on anticipe? Parce que nous, on a le temps d'anticiper ici. Ouais, vous avez le temps d'anticiper. Donc, Enedis, devant l'Assemblée nationale, donc c'est quand même une parole à laquelle on a donné crédit, nous dit qu'il n'y a pas de procédure de refus chez nous, chez Enedis. Donc, des gens envoient des lettres recommandées, il y en a même qui ont envoyé des huissiers. Tout ça, ce sont des procédés amiables qui n'ont pas le pouvoir de contraindre votre adversaire. Et l'adversaire a décidé qu'il ne tiendrait, dans la très grande majorité des cas manifestement, pas compte des refus. Donc que faire quand on sait qu'il va arriver? C'est une bonne question. Alors nous, les gens qui nous ont saisis, justement, ils demandent au juge, pour ceux qui ne l'ont pas encore, de contraindre l'adversaire à ne pas toucher à leur ancien compteur. Et ceux qui l'ont déjà vu remplacer alors qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'on leur avait pas demandé leur consentement, demandent au juge de contraindre l'adversaire, pour le moins le désactiver, ou à le remplacer par un ancien compteur. D'un point de vue très concret, quand il est à l'intérieur, et là même le ministre de la Transition énergétique, Nicolas Hulot, le dit, vous pouvez refuser. Enedis s'estime chargé d'un service public, estime avoir des pouvoirs extrêmement forts, qui leur permet, nous on n'est pas du tout d'accord avec cette vision de la propriété privée, du respect du domicile, etc., mais ils disent que ça leur permet de le changer quand il est à l'extérieur ou dans les communs de l'immeuble. Bon. Par contre, quand il est chez vous, effectivement, vous n'avez pas à ouvrir votre porte s'il y a un installateur qui lui-même, on n'en veut à aucun installateur, c'est le contexte dans lequel ils sont placés qui pose problème. Si un installateur essaye de vous forcer la main, vous lui dites non, j'ai refusé, c'est légal, il n'y a aucune obligation, voilà. Il va vous raconter différentes choses, mais c'est important de garder ce refus ferme. Pour les gens qui l'ont dans les communs,
ou à l'extérieur. Alors se pose la question des barricades. Il y a une vraie question sur les gens qui posent des barricadages. Je ne peux pas le conseiller de manière générale, parce que dans certains cas, on va pouvoir créer un risque. Par exemple, si on met des objets métalliques qui entravent l'accès, dans certains cas, on va pouvoir empêcher totalement l'accès au compteur ou endommager du matériel. Il y a une partie du matériel, souvent c'est le compteur et la planche, qui appartiennent à Enedis. Donc il ne faut pas le faire n'importe comment, ceux qui font des barricadages. Il faut le faire, le faire bien. Le problème, c'est que ça reste une solution temporaire. Évidemment, le barricadage, il va être débattu. Et Enedis attaque les gens aujourd'hui. Je dois aussi devoir vous prévenir. Ils envoient des lettres recommandées aux gens qui posent des barricades en soulevant qu'ils devraient avoir accès permanent au compteur, etc. etc. Mais il y a ce qui est très intéressant, c'est que l'intelligence dans ce dossier, elle vient des citoyens, elle vient des gens qui s'opposent. Je ne vous cache pas que nous, dans ce dossier, d'habitude, on fait énormément de suggestions aux clients. Là, c'est les clients qui nous font énormément de suggestions. Nous, on a plus un rôle de filtre dans ce cas-là. Et là, il y a une des citoyennes qui s'appelle Maud Bigan, qui est connue à travers une émission de radio qui s'appelle « Touche pas à mon compteur ». Qui a dit, mais attendez, les compteurs qui sont à l'intérieur du domicile, vous ne revendiquez pas le droit d'avoir la clé du domicile en permanence, le droit de pouvoir entrer comme ça, et par contre, parce qu'ils seraient à la limite de la propriété ou dans un commun, tout à coup, il y aurait une sorte de statut citoyen qui serait différent et vous devriez avoir un accès permanent. Bon. Alors il est clair que les contrats prévoient un accès au compteur, mais pas pour le remplacer par un ordinateur communicant dont vous réfutez les caractéristiques. Voilà. C'est cet élément-là que je peux donner sur la protection à faire. Maintenant, c'est clair que ce soit avec nous ou avec d'autres, il est important d'agir en justice parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le dernier moyen d'action légaliste qui vous permet de demander à une personne qui est en capacité de contraindre l'adversaire, c'est le juge, de demander à ce que votre refus soit respecté. Vous m'avez parlé d'un préalable de retrait de compteur pour installation abusive au TGI, au tribunal de grande instance de Grenoble. C'est peut-être important d'en parler, parce que souvent ils peuvent par exemple installer le compteur quand vous n'êtes pas là. Donc vous revenez, vous avez un compteur, qu'est-ce qui se passe après? Je vais vous parler rapidement 3 préalables. Alors il y en a un autre qui était au tribunal de police de La Rochelle. Le poseur, pour le coup, là, était un petit peu zélé et a vraiment fait le forcing. Et il a été raccompagné manu militari par l'habitant qui refusait ce compteur. Et le poseur a attaqué l'habitant devant le tribunal de police. Il a porté plainte en raison d'une petite échymose qu'il aurait eue à cette occasion, et non pour violence. Le tribunal de police de La Rochelle nous dit et d'ailleurs c'est intéressant, vous savez, quand on est avocat, on fait des subsidiaires, c'est-à-dire qu'on a des arguments et on dit si celui-là vous ne croyez pas, il y a quand même celui-là, etc. C'est le dernier argument de l'avocat, et en réalité le tribunal l'a replacé au premier plan, c'était la libre défense des biens. La légitime défense des biens, pardon. Et le tribunal nous dit, attendu que le remplacement dans un domicile privé, malgré la volonté de l'habitant d'un compteur électrique par un autre, peu important que tous deux appartiennent à la collectivité territoriale, cause à tout le moins des dommages aux biens du prévenu, à savoir les barreaux de protection, l'imprimé affiché qu'elle était arrachée par le poseur, et présente le caractère d'une agression légitimante à laquelle le prévenu a apporté une riposte strictement proportionnée. En aucun cas, je vous encourage à agresser les compteurs. Je dis juste simplement que vous voyez qu'il y a des tribunaux qui disent que le refus peut être légitime. Un autre précédent, c'est sur un compteur communicant à eau, c'est maître Jean-Pierre Joseph, avocat au barreau de Grenoble, qui a obtenu il y a maintenant 1 an et demi, c'était en partenariat avec Nextup je crois, donc c'est important de le souligner, une décision du juge des référés qui ordonne le retrait du compteur communicant. Il n'y a pas eu d'appel sur cette décision, c'est important de le noter, donc elle est définitive au provisoire, c'est-à-dire dans le cadre des référés, elle est définitive. Il y a un dernier précédent qui est important aussi, c'est sur le Linky lui-même. Le tribunal de grande instance, c'est celui-là que vous évoquiez je pense, de Grenoble, a condamné Enedis au retrait du compteur pour des raisons de santé. En l'occurrence, il s'agissait d'une personne électro-hypersensible qui n'était pas habitant de l'habitation du logement en cause, mais qui était le fils des parents. Et Enedis disait, mais attendez, il prouve même pas qu'il vient souvent voir ses parents, etc. Le juge a dit, non, attendez, il y a un livret de famille, le fils, j'entends que c'est débattu l'électro-hypersensibilité, mais il a un certificat médical. Je prends la mesure provisoire suivante, c'est que tant que, devant le juge du fond, sur une procédure plus longue, Enedis prouvera qu'elle était bien fondée à imposer une question qui reste en suspens.
Sur les compteurs individuels, à notre sens, ça pose aucune difficulté. Les personnes peuvent refuser le compteur individuel. Alors j'en profite pour ouvrir une parenthèse, c'est que si des voisins l'acceptent, vous allez effectivement avoir la pollution du CPF dont on parlait tout à l'heure. Et je vois que ça réagit beaucoup, c'est effectivement un élément clé. C'est pour ça que dans ce procès, nous, on ne demande pas simplement au juge de démonter le compteur de la personne qui l'avait refusé ou de le désactiver. On demande à ce qu'il y ait un filtre, et c'est pas une demande farfelue comme essaye de le prétendre Enedis, parce que c'est une disposition qui avait été prévue par la Commission de régulation de l'énergie elle-même. C'est le grand régulateur du marché de l'électricité. Ce filtre, d'ailleurs, les compteurs vont être déployés en Belgique, et ce filtre, il en est bien davantage question en Belgique qu'ici. Donc nous, on demande que ce soit par un filtre ou par une désactivation de tous les compteurs, mais on demande simplement à ce que le distributeur soit condamné à délivrer un courant propre. Ils ont commencé à l'installer au mois de décembre au Luxembourg. Et il y a des gens tout de suite qui ont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, ce compteur, il est faux, il compte faux. Parce qu'au Luxembourg, ils ont eu aussi quelques avantages, ils ont pu garder leur ancien compteur, donc ils ont pu comparer. En France, on ne pouvait pas comparer, on vous retire le compteur. D'ailleurs, le poseur qui vient vous voir, il prend tous les renseignements, même votre disjoncteur, tout est noté, et il repart avec l'ancien compteur. Donc, les Smarties, ils en ont posé, au Luxembourg, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 250 000 à poser. Ils en ont posé 3 000 en quelques jours, en dizaine de jours, en fin d'année. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le déploiement a été arrêté, et les compteurs sont démontés parce qu'ils comptent faux. Alors maintenant, nous, on se pose la question, est-ce que vraiment le Linky compterait juste? Imaginez-vous une seule seconde s'il y a des problèmes, si le Linky compterait faux. Est-ce que, à ce moment-là, Enedis le dirait? À votre avis, vous le direz? Et on vous dit même, pire, que le Linky a une durée de vie électronique, voire de 7 ans, 8 ans, 10 ans, pour certains 15 ans. Nous, on a les preuves que certains Linky ont été changés au bout de 18 mois, notamment ceux qui sont au soleil, parce que lui, il ne résiste pas. Et puis une dernière chose aussi, je vous ai parlé de comptabilité électromagnétique, mais vous-même, vous avez une arme pour contrer le Linky. Sur vous, vous l'avez là. Et oui, qu'est-ce qu'il a dit, oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur, ouais, vous avez tout compris. C'est l'arme fatale du Linky. Imaginez-vous que les Français posent leur portable le soir sur le Linky. Vous l'avez ouvert, le Linky? Non, on l'a ouvert, on ne rentre pas dans les détails. Il n'est pas blindé, le Linky. La compatibilité électromagnétique, le seuil avec un portable, il peut y avoir des problèmes, même avec un micro-ondes, on va entrer dans les détails, mais au moins un portable, donc poser seulement son portable le soir sur le Linky, peut-être, ça peut faire des choses. Les bugs, et puis autre chose. Donc tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de problèmes qu'Enedis n'a pas bien compris. Aujourd'hui, il est en train de découvrir. Alors, je vous propose de répondre à quelques questions plutôt sur l'axe juridique qui sont arrivées, que vous nous avez posées. Alors, quelqu'un a demandé si Enedis pouvait couper l'électricité si vous refusez Linky. Non, ils ne peuvent pas couper l'électricité si vous refusez Linky. C'est l'électricité en France, c'est considéré comme un bien de première nécessité. S'ils le coupent, on saisit un juge en référé d'heure à heure et en quelques jours, on obtient le rétablissement de l'électricité, le temps d'un débat au fond. Évidemment, Enedis ne vous dit pas la même chose. Enedis vous dit que dans leurs nouvelles conditions générales de vente, comme dans les anciennes, ils peuvent couper l'électricité si vous êtes un consommateur récalcitrant. À mon sens, ça ne tient pas plus de 2 secondes devant un juge. Il y avait une autre question sur la protection juridique. Je suppose qu'on me demande si on peut agir en justice en faisant prendre en charge les frais d'avocat par la protection juridique. Alors, déjà, question très pragmatique, ça va dépendre de votre situation, parce que là, en tout cas sur notre action, c'est 48 €, donc ça va vous faire beaucoup d'enquiquinement avec votre assureur. On en a eu des retours, on en a qui disent oui sans problème, parce qu'évidemment, ils ont un référé à 48 € au lieu de plusieurs milliers d'euros, donc ils n'embêtent pas, ils n'ont rien de particulier. Et il y en a qui disent ah non, c'est un type d'action un peu spécial, c'est les actions collectives, on voudrait en savoir plus, etc. Donc, il y en a qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous demandez à votre assureur si c'est bon, vous y allez, sinon, il faut savoir qu'effectivement pour ce prix-là, on ne fera pas une défense de votre dossier contre votre assureur pour faire votre défense et obtenir les 48 €. Mais en principe, vous devez pouvoir le faire prendre en charge. Maintenant, les enjeux pratiques sont limités. Qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? Alors, moi j'ai une question sur le risque incendie. Est-ce qu'un compteur Linky placé à 20 mètres de mon habitation peut générer un incendie de l'installation électrique? Alors, il faut prendre quelques précautions sur le risque d'incendie. Il est débattu. On ne peut pas non plus l'affirmer totalement. Après, on contredira si besoin.
moi je suis avocat et je vous défends en justice, je défends un certain nombre de personnes qui le refusent. Il y a la question qui se pose néanmoins, notamment la question essentielle, je ne crois pas que ce soit le Linky lui-même, mais manifestement, et d'après certains documents même adverses, c'est la pose du Linky. C'est-à-dire que quand on va remplacer un compteur, si on resserre mal, notamment, c'est un des points cruciaux, si on resserre mal les câbles, il va y avoir énormément de courant qui va passer dans un tout petit fil ou sur un petit point de métal. Et ça, c'est de nature à faire chauffer ce métal et par suite, éventuellement, provoquer un incendie. Il est vrai qu'il y a des conditions surprenante sur les incendies parce que Enedis c'est pas très bienveillante sur les expertises. C'est-à-dire qu'il y a eu des incendies en partie dans des cas où un compteur Linky venait d'être posé. Il y a eu des cas graves même avec des personnes qui effectivement il y a une personne là récemment qui a sauté de la fenêtre du premier étage pour échapper à l'incendie. Donc la question elle est grave. Ce qui est bizarre, c'est que, moi je ne vous confirme pas que le Linky est à l'origine de cet incendie, je ne sais même pas si dans ce cas-là il y en avait, ça fait partie des éléments qui sont en cours. En revanche, ce qui est très bizarre, c'est qu'on nous empêche, et on empêche notamment les demandeurs à l'indemnisation, d'accéder à la vérité, puisque Enedis arrive, prend le compteur, voire dans certains cas prend même le disjoncteur alors qu'il appartient au propriétaire, repart avec le matériel et laisse l'expert faire son travail sans le matériel en question pour savoir si l'incendie provenait bien du compteur ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a des questions qui sont gênantes sur ce dossier-là. Alors il faut bien savoir quelque chose de très important. Jusqu'à présent, si vous aviez un problème électrique chez vous, on dit les plombs ont sauté. Bon, c'est une expression, mais c'est le disjoncteur qui saute. Et on n'en parle plus. Là, maintenant, si c'est le disjoncteur du Linky qui a des problèmes, qui est intégré au Linky, personne, je dis bien personne, ne peut éteindre l'incendie. C'est pas éteindre l'incendie, c'est une explosion, ce sont des gerbes d'étincelles. Les pompiers, il y a les vidéos, vous les voyez sur YouTube, les boîtiers brûlent. En attendant, ils nous disent qu'il faut couper au poste de transformation de courant. C'est impossible. Impossible puisqu'il n'y a plus le pouvoir de coupure, donc ça fait des gerbes d'étincelles. Et pendant chaque minute compte, c'est pour ça qu'on voit des incendies de compteurs au jour d'aujourd'hui qui se communiquent, notamment un très fameux qui a eu 300 mètres de galerie marchande à côté de Paris. Bon, il n'y a pas eu de blessés. Un gars dans une pizzeria qui sentait que ça sentait mauvais, il ne comprenait pas, ça sentait comme caoutchouc brûlé. Il est allé à côté, c'était des pompes funèbres. Par la vitrine, il a vu que le Linky, là, ici, donc, prenait feu, des gerbes d'étincelles, un feu d'artifice. Le temps que les pompiers sont arrivés, on n'a rien pu faire. La pizzeria a été évacuée, elle a brûlé, le bâtiment, etc. Jusqu'à un hôtel-restaurant qui se situe à 200 mètres. Toute la barre a brûlé à cause du compteur. Voilà. Les compteurs, aujourd'hui, surtout pas, n'y allez pas avec de l'eau, je ne parle pas de l'eau, mais même avec de la mousse ou de la poudre, ça ne sert strictement à rien. Vous ne pouvez pas l'éteindre, il n'y a qu'Enedis qui peut couper le courant. Voilà. Et les minutes, même si c'est 10-15 minutes, c'est très important. C'est une notion fondamentale qu'on est en train de découvrir aujourd'hui et qu'au niveau du laboratoire, ils n'avaient pas bien compris. Et puis il y a des gens qui n'ont pas des installations aussi, qui ont des installations avec des câbles à fibre. Bon, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas adaptées pour un soutirage de puissance. Alors, on arrive pratiquement à la fin quand même. On va poser une dernière question, une petite question juridique qui nous semblait importante et après on va arriver à la conclusion. Est-ce qu'il est nécessaire d'écrire le refus de compteur quand le compteur est à l'intérieur? Est-ce qu'il est nécessaire d'écrire une lettre de refus? Deux niveaux de réponse. On considère que Enedis aurait dû vous demander votre consentement parce qu'il essaye de vous imposer un objet qu'on a déjà décrit qui ressemble plus à un ordinateur qu'à un compteur, même s'il inclut un compteur. Maintenant, il est quand même préférable juridiquement d'être dans une meilleure situation. C'est toujours la situation dans laquelle on doit se placer avant d'aller en justice ou de revendiquer un droit, c'est d'être dans la meilleure situation. C'est évidemment d'écrire aussi pour refuser le compteur. Sur le site dont j'ai donné les coordonnées tout à l'heure, vous cherchez Linky avocat refus, on a mis en place un modèle de lettre qui permet de contester. Maintenant, je vous fais aucune promesse, au contraire. Enedis cherche à ne pas en tenir compte. C'est juste un préalable qui va être nécessaire pour le contentieux. Vous ne donnez surtout pas votre consentement si vous n'en voulez pas. En plus, vous envoyez une petite lettre de refus. Pas la peine d'en faire des tonnes. On voit des lettres de 15 pages et tout, ça ne fonctionne pas. Il faut juste faire la lettre d'un point de vue procédural pour mettre en demeure l'adversaire. Et après, là, nous, les avocats, on prend le relais pour vous défendre. Merci beaucoup.